de l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au tribunal de l'actualité. L'intellectuel haïtien a écrit ceci, l'intellectuel haïtien Jouram Hamidi a écrit ceci: c'est dur d'être un visionnaire entouré de gens qui ne voient pas. C'est dur d'être un visionnaire et entouré de gens qui ne voient pas. Bonne méditation en cette journée du 26 juin 2019. Mesdames, Messieurs, c'est la troisième convocation de la semaine de votre émission, les tribunaux de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Merci de votre fidélité à ce programme. Je suis le président Loukman Sanfo, deux juges au siège, Bernard Boukman, Geoffroy Vaha. Bonjour. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Vous faites office de juge au siège à ce tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Vous nous suivez en direct et de façon simultanée sur Watt FM 100.8 à Ouagadougou, à travers Radio LPC Boudlasso et Tinkodoué également, et puis sur la télé interactive True TV. Ce matin, nous n'avons pas de comparution directe devant notre tribunal. On va simplement porter notre jugement sur les déclarations issues du traditionnel point de presse du chef de file de l'opposition politique burkinabé et animé ce mardi 25 juin 2019 par Maître Gilbert Noël Ouedraogo et président de l'ADF RDA, et puis M. Abdoulaye Arba qui est le président du PMP. Alors ils ont abordé 4 points majeurs ce qui concerne la situation de la nation. Ils ont porté d'abord les regards sur ce qu'on va appeler la programmation des concours de la fonction publique. Le gouvernement est suspecté de vouloir annuler les concours selon l'opposition. Et sur la question de l'interpellation de l'artiste Ramala Slameuse, l'opposition a dit la justice devrait avoir la même célérité pour les dossiers incriminés par l'ASELC, et aussi ce qui concerne le faible taux de réussite aux examens scolaires 2019 pour l'opposition politique. Nos enfants sont en train de payer le prix de l'échec gouvernemental en matière d'éducation. Et enfin, sur le nouveau code pénal, pour l'opposition, c'est une loi liberticide et ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on pourra soigner la fièvre. On va porter un jugement sur toutes ces déclarations, sur ces 4 points de l'opposition politique burkinabé, et ça va être en tout cas notre regard ce matin. Merci de votre fidélité. Voici les avant-propos des juges au siège. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Passons la parole tout de suite et maintenant au juge de l'actualité Bernard Boukman pour son avant-propos du jour. Merci président. Mon avant-propos va concerner un avant-propos d'ailleurs que Geoffroy avait soulevé ici en ce qui concerne le Sénégal. Il s'agissait du frère du président Macky Sall, qui effectivement avait dit que c'était une affaire privée, alors que bon, c'est une affaire aussi de marché, de concession de marché, donc qui engageait l'État sénégalais. Bon, quand il parle de privé, alors que
ça ne l'est vraiment pas. Ça ne l'était vraiment pas. Lui qui effectivement a bâti son mandat dans le cadre de la lutte contre la corruption et de diverses malversations. C'est d'ailleurs pour ça que certains ont vu leur route barrée par rapport à la campagne présidentielle. Ils n'ont même pas pu prendre part, comme Khalifa Sall et bien d'autres. Et donc aujourd'hui, quand c'est à son tour de dire que c'est une affaire privée, bon, mais finalement, la réalité, c'est que l'affaire a fini par emporter son frère qui a annoncé sa démission en ces termes. Il dit: je prends ici devant vous la décision de donner ma démission de la tête de la caisse des dépôts et de consignation à compter de ce jour. Et donc, à travers une lettre qui a été rendue publique, donc là, l'enquête avait révélé que Franck Timis, qui n'est plus à présenter également au Burkinabé, donc ce puissant homme d'affaires là avait fait un paiement secret d'environ 146 millions de francs CFA à une société dirigée par le même frère du président, donc M. Sall, donc dans le cadre de contrats pétroliers et gaziers. Mais l'affaire a finalement fini par emporter le frère du président. Donc je pense que c'est en même temps une leçon qui a montré la collusion entre la famille, les affaires et le pouvoir. Comment est-ce que parfois on tente de protéger, on glisse et on trouve des faux fuyants. On dit non, c'est une affaire privée. Non, c'est pas vrai, parce que ça engage l'État sénégalais, c'est sur des marchés de l'État sénégalais. Donc ce n'est pas en tant que patron d'une compagnie qui allait contracter un partenariat avec un individu dans le cadre de leur propre business. Mais donc que l'attribution engage effectivement un État, nous ne sommes plus dans cette affaire de privé. Non, là Macky Sall s'était trompé de vocabulaire ou n'a pas voulu regarder les choses en face. Mais aujourd'hui, bon, les choses sont là implacables. Il n'a pas pu sauver son frère. Je pense que la leçon mérite également d'être donnée aux autres personnalités qui nous dirigent de part et d'autre. Comme on le dit, par exemple, la Côte d'Ivoire est un exemple patent où la famille est aussi dans le milieu des affaires, dans les cercles du pouvoir. Ce n'est pas que là-bas aussi. Donc, c'est ça aussi cette réalité africaine. Et même au-delà, parce que pendant la campagne présidentielle française, on a vu dans l'affaire Français-Fillon comment est-ce que parfois les familles bénéficient de la richesse. C'est une autre réalité aussi de la politique, mais son assainissement prendra du temps. Mais quoi qu'il en soit, petit à petit, ça va finir par arriver. Donc c'était ça mon avant-propos. D'accord, nous l'avons écouté avec beaucoup d'attention. Geoffroy Vara, sur quoi s'est arrêté votre regard sur l'actualité aujourd'hui? C'est la question du tabac et de la petite victoire, ou la grande, on dira comme on veut, mais c'est une victoire en tout cas pour ces organisations de la société civile qui militent depuis pour que soient posées des images dissuasives sur notamment les paquets de cigarettes. Et ça déjà, comment dire cela, ça court ailleurs. Je pense qu'ici on s'était engagé depuis longtemps, sauf que la question de l'effectivité du respect de ces choses-là tardait encore, parce qu'on sait que c'est des cercles aussi d'influence, quoi qu'on dise, et on nous apprend qu'à partir du 1er juillet, donc, cela suffira. C'est pour ces organisations-là une lutte, ça a été une lutte de longue haleine. On connaît à Content, on les a reçus plusieurs fois sur nos plateaux, un peu, quelquefois largués de ce que quelques ententes ou par moments des avancées qu'ils conçoivent telles quelles ne le soient pas vraiment, puisque dans l'application de certains engagements, les choses commençaient à piétiner. Mais il y a une date qui est donnée aujourd'hui et ils espèrent très clairement que pour une fois, il y aura ce pas-là qui sera fait et que sur les paquets de cigarettes, vous aurez des images qui vous donneront pas envie de fumer, en tout cas. Avec ce qu'ils ont pu partager lors de leur point de presse, vous avez des lèvres tuméfiées, on a des poumons noircis. C'est les conséquences très claires, notamment de l'utilisation de ces cigarettes-là. J'ai dit c'est un bon point et on attendra de voir quel impact, et ça c'est comment dire ça, c'est l'autre étape, quel impact la position de ces images-là aura sur ces fumées-là, alors qu'on sait qu'on parle ici d'un domaine où il y a une certaine addiction, notamment à la nicotine, et pour ceux qui font le combat d'arrêter, vous savez que c'est pas forcément simple, mais c'est déjà pour moi une victoire de gagner, c'est bon.
D'accord. Merci également à vous pour ce regard sur l'actualité à travers cette première partie de l'émission, les avant-propos. Mesdames, Messieurs, à présent, on va porter notre jugement sur la sortie du chef de file de l'opposition politique burkinabé à travers son traditionnel point de presse. Et hier, 25 juin 2019, c'est Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, qui était aux côtés de son camarade Abdoulaye Arba, président du PMP, pour en tout cas s'adresser aux journalistes sur les questions retenues à l'ordre du jour. Alors, le premier point qui retient notre attention, c'est la programmation des concours de la fonction publique pour ce qui est de la session 2019. Et contrairement aux années antérieures, nous sommes au mois de juin et on fait le constat que jusqu'ici, les concours ne sont pas encore lancés et l'opposition aussi qui fait observer que l'année dernière, le gouvernement avait réduit de 40% le nombre de postes à pourvoir pour la fonction publique. Et donc, du coup, l'opposition soupçonne le gouvernement de vouloir surseoir au lancement des concours cette année. Alors, quel est le regard qu'on peut porter justement de ces soupçons? Benna Bougma, sont-ils fondés? Parce que des mémoires de journalistes, on n'a pas véritablement connaissance qu'il y a une année où le gouvernement burkinabé n'a pas lancé véritablement tous les concours. Alors, quel est votre regard? Bon, la réalité aussi, c'est que il y a eu un mouvement de grève au niveau, un mouvement d'humeur, bon, comme une grève déclarée, au niveau du syndicat, excusez-moi, des GRH, donc des gestionnaires de ressources humaines, qui avaient à un moment donné plombé la machine. Donc quand on a vu des messages qui demandaient aux autres de s'inscrire sur les plateformes en ligne. Donc il y avait cette difficulté-là déjà au niveau du ministère. Maintenant par rapport à l'autoréalité, l'année dernière, il y a eu une diminution du nombre de postes à pourvoir au niveau de la fonction publique. Alors cette année, c'était également prévisible. Prévisible parce que le ministère de la fonction publique s'était longuement expliqué là-dessus. Au niveau du tribunal de l'actualité, il avait dit qu'il y avait deux réalités, il y avait un choix à faire. Le premier choix, c'est-à-dire, c'est de continuer de recruter avec les mêmes effectifs et puis à un moment donné, il y a un problème de paiement. Parce que pour lui, selon l'explication qu'il a donnée, avant les salaires burkinabés étaient bas. Mais maintenant, il y a une comparaison qui est en train de se faire avec les fonctionnaires des autres pays voisins du Burkina et qui pays parmi lesquels certains ne recrutent pas chaque année. Donc le Burkina Faso, à un moment donné, sera amené à faire un choix entre faire un recrutement peut-être chaque 2 ans ou chaque 3 ans, ou bien faire chaque année, mais avec les mêmes conditions de salaire qu'on connaît. C'était une lecture qui avait été faite, ça c'est la lecture du ministère qui avait été faite. L'autre argument aussi était qu'il y a des postes au niveau de la fonction publique. Pour le moment, s'il y a une rationalisation à faire, on peut, pour deux raisons, soit diminuer les effectifs à recruter, ou même suspendre le recrutement pour certains postes à pourvoir, selon les calculs qui ont été faits. L'une des illustrations patentes, c'est le ministère des Enseignements. Le professeur Ouaro était là. Quand on a fait les calculs, il y avait plus d'enseignants que de nombre de salles de classe. Ça, c'est déjà un exemple qu'en termes d'effectifs, il y a une maîtrise des flux, donc des effectifs. Donc parfois, il y a un surplus et on se demande où on gère ce surplus-là. Donc on est habitué à dire on recrute 100 dans tel corps, 150 dans tel corps, 1000 dans tel corps, et puis bon, on avance. Donc il y a cette rationalisation-là qui doit à un moment donné être faite pour pouvoir faire face à la situation réelle. J'ai dit, ce que je t'en ai dit, c'est le tableau dressé par effectivement les ministres concernés par une telle mesure. Du reste, dans d'autres secteurs, comme dans d'autres secteurs, pour certains corps, vous avez des praticiens, des professionnels du milieu qui disent pour notre corps, pour un recrutement pour le moment aux effectifs que le gouvernement prend, il peut diminuer. Je prends l'exemple du MINFID, les administrateurs des services financiers. Un cadre des administrateurs des services financiers qui, après 15 ans de bons et loyaux services, est retiré pour verser dans le privé, vous fait les calculs et vous dit pour le moment, par exemple, au niveau de notre corps, par rapport à ces cadres-là, il y a 2 cas. Les effectifs peuvent être diminués ou même être suspendus pour au moins 2 ans. Le flux peut être contenu parce qu'il dit que dans certaines
localité, vous avez ces cadres-là qui font le boulot des catégories inférieures parce qu'il n'y a pratiquement pas de boulot pour eux, ou qui s'entassent dans certains bureaux. Il avait pris l'exemple de Zignaré à côté. J'ai dit, ça c'est un administrateur des services financiers qui s'est converti dans le privé, mais qui évolue là-dedans, qui dit après 15 ans de service, il préfère aller voir ailleurs, donc, et qui dresse un tableau. Donc en réalité, je pense qu'il y a cette situation qui explique maintenant l'autre lecture qu'on fait, c'est qu'en face, on a des gens qui ont promis du boulot au Burkinabé. En face, on a des gens qui ont dit, nous allons faire en sorte que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Si ce soit dans la fonction publique ou pas, c'est de pouvoir respecter cette promesse électorale qui est une réalité. Donc, que ce soit à la fonction publique ou pas à la fonction publique, les sans-emploi ou le chômeur, parce que c'est deux choses différentes, le sans-emploi n'a jamais exercé. Le chômeur, lui, il a au moins fait quelque chose après. Et pour le moment, à un moment donné, il n'a plus rien à faire. Là, c'est deux cas différents. Maintenant, bon, pour quelqu'un qui vient de finir et qui se réclame chômeur, non, il y a une confusion des termes qu'on l'a fait la dernière fois d'ailleurs ici. Et donc, vous avez ces deux cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces messieurs, que ce soit la fonction publique, je répète, ou pas? On a un État qui doit créer les conditions pour faciliter effectivement leur insertion socio-professionnelle. Et c'est beaucoup plus à ce niveau-là que j'attends. Donc pour moi, ce n'est pas forcément, parce que là, il ne faut pas qu'on se flatte. La fonction publique burkinabé ne peut pas employer tous les diplômés burkinabés. Ce n'est pas possible. Ailleurs, on ne verra ça nulle part. Dans le temps, vous finissez, vous venez prendre le boulot, ou on vous demande de suspendre pour venir, parce qu'on a même un poste au pays et il n'y a personne pour occuper. Vous avez aujourd'hui des tontons et des tantis qui vous disent ça. Quand nous finissons, c'est pour venir prendre, on finissait pour venir. Moi-même, on m'a forcé pour suspendre. Et c'est quand je suis revenu travailler, après je suis reparti pour terminer. Vous avez ces cas-là. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un tel cas. Nous ne sommes plus dans une telle situation. C'est de faire en sorte maintenant que les privés puissent être les plus gros pourvoyeurs d'emploi et dans de très bonnes conditions. Vous êtes en train de poser une autre problématique assez profonde. On va permettre à Geoffroy de faire son entrée en matière parce que des concours de la fonction publique pour ce qui est de l'année 2019 ne sont pas encore programmés. Pour l'opposition, c'est manifestement une volonté de surseoir au recrutement de cette année. Alors, vous, comment vous comprenez le fait qu'on n'ait pas encore lancé les concours cette année? Lancé et qu'il y ait une volonté de ne pas lancer ces concours-là, moi ça fait deux choses. Et puis bon, c'est le politique qui s'y intéresse et qui fait son marketing là-dessus. Parce qu'il sait aussi que cette question lorsque vous l'abordez, il y a un capital sympathie, forcément, de beaucoup de personnes qui attendent d'avoir un emploi, qui sont en quête d'emploi et qui, forcément, une oreille attentive, évidemment, à ce type de discours-là, parce qu'ils attendent aussi cela depuis fort longtemps. Donc c'est le calcul et le marketing, pour moi, politique qu'il y a là-dessus. Maintenant, est-ce que, comme le disait tout à l'heure Bernard, les grèves qu'on a eues au niveau des GRH a impacté et que actuellement on soit dans des retards, ça aussi ça peut être une réalité, mais c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer déjà ici. Mais il y a une réalité aussi qui pour moi doit être dite, parce que si on veut la sincérité du propos, c'est que pour moi les concours sont lancés relativement aux besoins qu'il y a dans l'administration, des besoins de recrutement. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord que on ait des autorités qui disent que on regarde un peu avant de recruter parce que aujourd'hui le salarié burkinabé coûte cher. Je suis désolé, ça part du besoin qu'on a. Parce que quand vous le recrutez, je suis désolé, c'est pas pour qu'il vienne s'asseoir et se tourner les pouces, c'est pour créer de la richesse. Donc celui que vous recrutez, c'est relativement à un besoin. Il vient s'intégrer dans une machine qui a pour but de créer de la richesse et donc qui permettra une redistribution après. Donc le salaire est garanti à travers la force de travail qu'il aura à fournir. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Maintenant de l'autre côté, aussi, je suis désolé, les concours ne doivent pas être des mesures sociales données pour pouvoir trouver du travail aux gens. C'est pas comme ça. On recrute parce qu'il y a des besoins. Donc si on a une vision qui est tronquée, parce qu'on pense qu'il faut lancer des concours parce qu'il y a des gens qui sortent des universités et qui n'ont pas du boulot, c'est qu'on n'a rien compris. Le rôle de ceux qu'on a choisi, c'est pour l'appareil État de mettre les gens qu'il faut et lorsqu'il y a besoin de faire des recrutements, mais d'asseoir un climat aussi des affaires qui permet à ce qu'il y ait
un entrepreneuriat qui soit vivant. Mais le problème ici, chez nous, c'est que les gens se sont cachés derrière la question de l'entrepreneuriat, derrière la question il faut se mettre maintenant à son compte, il faut que les gens comprennent que quand on sort, il n'y a plus un boulot tout fait pour vous. Donc, on s'est caché derrière cela pour ne pas répondre à certaines réalités. Et moi je me rappelle bien de communications qui ont été faites par Siri, qui est maintenant au niveau du PNDS. Docteur Alain Siri. Alain Siri, l'une de ses communications, c'était lors d'une rencontre qui avait, c'est le PMI, je pense, et ça avait été initié par le ministre du Commerce actuel. En ce moment, il n'était même pas ministre. C'était très intéressant. Sur le PNDS et tout. Mais ce qu'il a sorti comme statistique, on a un Burkina qui est le mouroir des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises se créent à une vitesse, mais s'éteignent à une vitesse lumière. C'est-à-dire que la durée de vie des entreprises, elle est très courte. Mais pourquoi? Parce qu'on a un climat qui n'est pas serein. C'est les mêmes gens qui tiennent les mêmes business. Ils se passent les marchés, et puis quand vous n'êtes pas dans certains systèmes, vous n'êtes pas dans certains réseaux, ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez que ces jeunes qui sortent là puissent se mettre à leur compte, petit à petit pouvoir commencer à avoir, s'affirmer, ça veut dire qu'on a un climat quand même assez sain où il y a le jeu de la qualité de ce que vous proposez comme service, il y a l'appréciation intrinsèque de ce que vous proposez. Mais si on est dans un climat où lorsqu'on sait que le premier demandeur sur les marchés, c'est l'État, et que les marchés que l'État octroie, c'est par passe-droit, comment est-ce que vous voulez que l'entrepreneur puisse aller de l'avant? Comment vous voulez que ces jeunes-là qui sortent, qui ont des idées et qui vont quelquefois emprunter par le biais d'un oncle qui accepte d'être gage et tout, ne restent pas à la rue? Il tente une fois, il tente deux fois, c'est foutu pour lui. C'est pas comme ça qu'on c'est une sorte de coup d'épée dans l'eau ou c'est ce que je dis. Qui se mord la queue. L'État, lui, seul ne peut pas embaucher tout le monde. Mais il doit avoir cette réalité-là, de mettre un climat, d'asseoir d'asseoir un genre d'atmosphère qui permette à celui qui veut entreprendre de pouvoir avoir toute cette chance-là de pouvoir y parvenir. Il y a beaucoup qui avec beaucoup d'audace, parviennent à sortir leur épingle du jeu. Mais ils sont combien? Et puis, chaque jour, dans le privé, c'est un jour béni de suivi. Parce que vous ne savez même pas ce que demain vous réserve. Parce que c'est notre réalité, c'est notre contexte comme ça. Maintenant, donc pour revenir à notre sujet, la question des concours, pour moi, il ne faudrait pas voir les choses comme si on a des pays, chaque année, il y a des pays qui, certaines années, ne lancent pas de concours. Donc ça part pour moi d'un besoin. Mais pour le Burkina Faso... Mais quand on regarde le Burkina, est-ce que besoin il y a? Oui, besoin il y a, parce que quand vous voyez les gens battre le pavé et tout, très souvent dans certains secteurs, ils vous disent qu'on n'est pas assez nombreux pour ce qu'on fait. Combien de fois on décrit le ratio médecin par habitant? Vous prenez le secteur de la santé, le besoin qu'il y a, qui est criard. Il y a des coins où vous allez, les gens ils sont livrés à eux-mêmes. Donc il y a des secteurs dans lesquels on peut vraiment recruter. Il y a beaucoup d'autres explications comme ça qu'on peut donner et de façon empirique. Nous tous, on va plus ou moins, on est demandeurs de services de l'État très souvent. Vous allez, c'est visage de bois parce que bon, voilà, ou bien que vous ne trouvez même pas le service en question disponible dans la localité où vous êtes. C'est la réalité. Donc il y a un besoin qui est là. Il y a un besoin. Maintenant dire que c'est parce que le salarié coûte cher aujourd'hui qu'on ne recrute pas, moi je dis je suis pas d'accord. D'accord. Des deux propos, je retiens une chose. L'État ne peut pas embaucher tout le monde, ça c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et en même temps, on peut dire que c'est conscient de cette situation que le gouvernement entreprend des actions de soutien à l'entrepreneuriat. On a des programmes qui sont lancés comme Burkina Startup et autres. Alors aujourd'hui, quand on a une opposition qui réclame la proclamation des concours, est-ce que c'est pas en même temps la perpétuation de l'esprit d'une fonction publique et sociale qu'on a l'habitude de voir au Burkina Faso qui est réclamé, on va dire? Non, en la matière, on n'a pas encore eu un courage d'évaluer les choses pour dire effectivement, en termes de besoins à recruter et en termes de capacité à pouvoir faire face aux besoins de recrutement, voilà ce que nous avons. On dit, bon, traditionnellement, on recrute tant dans tel corps, on recrute. À un moment donné, on dit, bon, on passe à autre chose, on relève le niveau à un moment donné, et puis on passe à autre chose. Donc, il y a
il y a cette réalité-là qui est là. Quand vous entendez ces derniers temps, on parle du baccalauréat pour l'accès au niveau des ENEP, mais vous entendez souvent des auditeurs qui disent mais ceux qui ont le BPC, ils vont faire comment? Donc ça veut dire qu'ils vont même plus travailler. Donc il y a cet aspect social-là, quoi qu'il en soit, qui est lié, et même dans la tête de ceux qui nous dirigent, il y a cet aspect, une fonction publique sociale. Donc, ils recrutent, dit bon, il faut quand même que des gens trouver du travail aux gens, mais pas pour répondre à un besoin. Donc, c'est pourquoi on n'a pas pu rationaliser au fil des ans. Mais il y a des corps, pour le moment, en réalité, qui peuvent, dans lesquels on a besoin d'abord de rationaliser. Puis regardez maintenant, est-ce qu'il faut prendre 2 ou 3 agents pour ajouter, ou bien il ne faut même pas recruter pour cette année et recruter dans 2 ans. Ce travail courageux est en train d'être fait. Ça, il y a un début quand même. Au niveau du MENA, il y a un début. Il n'en a pas parlé, il a évoqué, mais il n'est pas entré dans les détails. Même au niveau de la santé, vous avez des localités où il y a un besoin, mais vous avez aussi des localités où dans des grands centres urbains, où les infirmiers se tassent aussi dans les bureaux, avec moins d'heures de garde. Je n'ai pas dit qu'on peut, si on fait le calcul, l'ensemble du personnel soignant peut couvrir tout le Burkina, mais il y a une inégale répartition au niveau des agents, même au niveau de la santé. Ensuite, maintenant, il y a d'autres corps où vraiment là, il y a un travail à faire. Par exemple, au niveau du corps des médecins. Donc, en fonction des niveaux, il y a aussi un travail à faire. C'est comme sur le plan sécuritaire. On est très loin des normes, même sur le plan sécuritaire. Donc, il y a un besoin de recrutement. Donc il y a un besoin de recrutement qui répond aussi à un besoin pertinent. Donc sinon on va faire une fonction publique en même temps sociale, comme vous l'avez dit. Donc on recrute parce que bon, il y a des gens qui ne travaillent pas, donc il faut qu'on ait du boulot pour éviter. À un moment donné, il y a un trop plein dans certains corps, et dans certains corps, il n'y en a pratiquement pas. Et puis, on est là, et puis bon, il n'y a plus grand chose effectivement à faire. Donc, dans ces conditions, c'est très difficile. Mais l'autre tare que nous traînons, c'est l'esprit bureaucrate avec lequel beaucoup de jeunes burkinabés à la fin du cursus, ou depuis qu'il est en classe de CP1, c'est cet esprit bureaucrate qui a été inculqué depuis le cercle familial, même jusqu'à l'école. Il faut bien travailler pour avoir un grand bureau, là vous aurez un grand bureau, vous aurez ceci. Et puis, donc ce qui fait qu'on ne pense pas à autre chose, à autre opportunité. Est-ce que non. Donc là aussi, ce sont des éléments qui suivent des gens. À un moment donné, ça devient une difficulté. Et donc même nos hommes politiques sont là-dedans. Parce que bon, ce sont des Burkinabés aussi. Donc ce regard-là, d'une école qui forme autrement, on ne l'a pas encore suffisamment posé. Des promesses avaient été faites. Je me rappelle du premier congrès ordinaire qui a mis en place le MPP, qui s'est terminé par un meeting grandeur nature au stade municipal, à la tribune. Tous ceux qui se sont succédés en ont parlé. Je me rappelle du contenu du discours de Feu Salifou Diallo, qui dit que même les langues nationales seront intégrées. Bon, le ministère aujourd'hui a un ministère de la promotion des langues nationales. Il y a quand même un début, mais il dit l'anglais dès le primaire. Il a même ajouté même le chinois. Et il dit maintenant on intégrera aussi comment on appelle ça, cette formation professionnelle à l'école. Ça c'était une promesse avant même d'accéder au pouvoir. À la création du parti, j'étais au stade ce jour-là. Parce que j'ai couvert ça. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, il y a en face aussi des promesses qui ont été faites de pouvoir intégrer ces choses-là. Sauf qu'il y a un travail à faire par rapport à la mise à niveau de ceux qui vont former dans le corps des métiers au niveau professionnel. Il y a un travail à faire d'abord parce que c'est des gens qui doivent s'occuper de cette formation-là. Il faut que ces messieurs-là soient outillés. Même sur le plan des langues, il faut un outillage et tout préparé. Ça va prendre un temps. Ça va venir d'un programme. Au niveau du ministère du MENA, par rapport à la promotion des langues nationales, ça a déjà commencé. Mais il y a un travail de fond, comme je l'ai dit, à faire. Donc, nous traînons des tares depuis la colonisation. On a un système francophone chevillé au corps. Vous prenez l'ensemble des pays francophones, c'est à peu près le même rythme de fonctionnement.
D'accord. Alors, vous êtes visiblement très inspiré sur cette problématique, mais on ne va pas s'éterniser sur la question. On va simplement inviter le professeur Sini Ouedraogo, qui est le ministre en charge de la fonction publique, à bien vouloir se prononcer dans les meilleurs délais, en tout cas sur cette question qui tient à beaucoup de jeunes burkinabés aujourd'hui, la programmation des concours à la fonction publique burkinabé. Alors, on va passer à un autre point abordé par l'opposition politique, c'est la question, c'est l'actualité liée à l'interpellation de l'artiste Rama la Slameuse. Pour l'opposition, c'est une action de diversion et la justice devrait avoir la même célérité pour les dossiers incriminés par l'ASELC. Et elle a même cité certaines personnes qui sont dans le viseur et qui ne sont pas en tout cas inquiétées jusqu'ici par notre justice. Alors, d'abord, il y a la question même de l'interpellation de l'artiste qui a intéressé l'opposition. Pour certains, l'opposition s'est tombée bas que de se prononcer sur cette action, cette actualité qui devrait être réservée on va dire, aux réseaux sociaux. Pour vous, quel est votre regard? Est-ce que c'est une question nationale qui intéresse plus d'un Burkinabé, y compris l'opposition? Vous voulez dire que ça fait pipeau, c'est pas... Non, moi je dis aussi que c'est la réalité de tenir aussi, comment dire, un rendez-vous hebdomadaire. À un moment donné, il faut chercher dans ce qui s'est passé la semaine et pour voir comment est-ce qu'on peut le capitaliser pour soi. Et l'opposition ne s'attarde pas forcément sur le cas Rama, mais prétexte de cette interpellation pour dire qu'il y a pire. Il y en a qui ont construit, qui ont fait montre de ce qu'ils possèdent, qui font étalage de leurs avoirs, alors que leur richesse est très récente. Et souvent, dans la mémoire collective, n'est pas plus vieille que leur nomination. Donc, on fait très vite, on tire très vite la conclusion que c'est à travers son poste que le monsieur s'est enrichi. Maintenant, comment? Il faudrait qu'il vienne nous expliquer. Maintenant, après, quand il parle de célérité, on ne les dépose pas comme on dépose Rama. Parce que dans son cas, elle a été déposée à la Mako. Mais je dis aussi, il faut faire attention quand on l'aborde. Puisque moi, j'ai pu suivre quand même Kéré, je pense, qui est son avocat. Il a dit de façon très claire qu'il y a d'abord, il y a une instruction. Donc, relativement au secret, il ne voulait pas aller assez loin. C'est sur la question du blanchiment. Maintenant, il y a deux autres faits qui font qu'elle est déposée. Il y a d'abord, je pense, l'altercation qu'elle a eue avec des forces de l'ordre. Ça, c'est pas une question d'enrichissement illicite ou bien une question de, comment c'est qu'on appelle ça, délit d'apparence ou quoi que ce soit. C'est une question d'outrage ou quoi aux forces de l'ordre. En tout cas, c'est une altercation. Et puis, il y a une vidéo, celle du 19. Donc, c'est pour ces deux-là qu'on l'a déposée. Menace de mort, rébellion. Voilà. Et donc, je veux dire, c'est pour ces deux faits qu'elle a été déposée. Maintenant, c'est clair qu'il y a une question de blanchiment et tout, mais c'est pas pour ça qu'on l'a déposé. Donc, ça serait peut-être un peu hâtif que de dire que c'est une question d'enrichissement, de blanchiment, c'est d'en faire peut-être le lien. Mais qu'il l'aborde, j'ai dit aussi que il y a un intérêt. Vous allez sur les réseaux sociaux et les débats, quand on a fini de parler de certaines choses comme vous qualifiez peut-être de sérieuses, après il y a toujours ce débat-là qui vient, vraiment les gens s'intéressent à savoir, mais attends, qu'est-ce qui se passe avec elle? Et surtout qu'elle avait déjà fait cette vidéo pour dire que c'était quand, hier ou avant-hier, elle devait être entendue et c'est sûr que ça va pas bien se passer. Je pense qu'elle sentait clairement que ça allait pas bien tourner pour elle et effectivement elle a été déposée à la Mako. S'il l'aborde, je pense que c'est... J'ai dit toujours que sur le plan politique, il y a ce qui se passe et puis à comment est-ce qu'on peut marketer derrière. Donc, il pose un problème pour tout le monde. C'est qu'il y a quelqu'un qui fait étalage de richesse dont on se pose la question de la provenance. Est-ce que si on va sur ce type d'analyse-là, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qu'on pourrait déposer aussi facilement? C'est ce que pose comme question l'opposition. Et puis, parallélisme pour parallélisme, je suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qu'on pourrait déposer aussi facilement. Bernard, quel est votre regard? L'affaire Rama, c'est une banalité, est-ce un épiphénomène? Parce que pour l'opposition, c'est une action de diversion. Hier d'ailleurs, je l'avais pris en avant-propos, j'avais dit que l'espoir
c'est par rapport à cette affaire de blanchiment de capitaux. J'avais dit que c'est l'une des rares fois. C'est vrai que plusieurs personnalités ont été soupçonnées à tort ou à raison. Dans les charges qui pèsent sur l'ancienne patronne du CSC, il y a blanchiment de capitaux à l'intérieur. Et donc il y a plusieurs autres personnalités qui sont épinglées et puis les rapports qui sont dans les tiroirs. Donc c'est pourquoi j'avais dit, il y a un espoir quand même qu'on pourra aller de façon sereine. Et puis bon, voilà. Et maintenant par rapport à la sortie de l'opposition, bon, parler de diversion, la réalité, la question c'est diversion par rapport à quoi? Je pense que s'il y a travail à faire, c'est de demander la justice de faire un travail correct, mais de poursuivre. Parce que même dans les rangs de cette même opposition, si on va chercher, par rapport au blanchiment des capitaux, peut-être qu'il y en a aussi qui iront répondre. Donc c'est l'autre réalité aussi au niveau du contexte burkinabé. Si on avait inquiété certains opposants, on aurait dit chasse aux sorcières. Mais justement, non, un argument ne pourra pas manquer sur le plan politique pour trouver, pour pouvoir charger. Voilà. Maintenant, même si c'est un du pouvoir, quand on cueille pour aller déposer aux frères pour blanchiment des capitaux, on dira que c'est il dira au niveau du parti, il est en train de monter, donc il fallait le casser. Donc des arguments seront toujours trouvés. Maintenant, par rapport à revenir au sujet, il y a effectivement à être prudent par rapport à dire que c'est de la diversion, et si après enquête c'est avéré. Si après enquête c'est avéré, alors comment est-ce que vous allez justifier votre sortie en tant qu'homme politique qui aspire à diriger effectivement le Burkina Faso? Et donc il devrait avoir du recul par rapport à certaines prises de position. En fait, c'est là que je joue la carte de la prudence. Donc il y a quelqu'un qui fait exhibition de ses biens, qui parle comme elle veut, qui dit comme elle veut, qui insulte comme elle veut. Il y en a qui se sentent concernés par ces injures, il y en a qui ne se sentent pas concernés, comme nous autres. Je ne suis pas concerné. Maintenant, si à un moment donné, on se demande d'où vient cet argent, on cherche à savoir, mais il n'y a pas de problème. Si tant est qu'elle n'a rien à se reprocher, elle ne peut pas répondre. Maintenant, certains ne font pas cette exhibition-là, mais aussi de forts soupçons pèsent. Donc formellement, les autorités judiciaires sont parfois saisies, ne serait-ce que pour des enquêtes sur certaines personnes. Ce n'est pas fait. Et l'opposition a d'ailleurs cité nommément l'ex-ministre Jean-Claude Bouda, le ministre Éric Bougma et Oumarou Idani, qui est aussi cité dans l'affaire du charbon fin. Ils estiment que ces personnes devaient être entendues aussi par la justice et le plus rapidement possible. Là, il y a sur ces cas, sur les ministres, il y a cette procédure-là qui est là. Mais je pense que ce rapport a été bouclé. Notamment, certains, de mon point de vue, avaient été... je pense qu'il y avait des bouts de ce rapport qui avaient été publiés dans le courrier confidentiel. Des bouts avaient été publiés et les enquêtes se poursuivent. Mais maintenant, je pense qu'il y a une question de procédure à mettre en branle. C'est la haute cour de justice parce que ce sont des ministres. Et donc il y a ça à enclencher. Mais sur ce dossier-là, vous savez que la sérénité avec laquelle la haute cour de justice avait accéléré par rapport au dossier des anciens ministres de Blaise Compaoré, pour le moment même s'est grippée. Même la machine là jusqu'à présent s'est grippée. Donc il y a ce travail à faire. Mais même dans le domaine des affaires, dans le milieu des affaires, mais il y a d'autres également qui font l'objet de ce soupçon-là. Il y a des rapports qui sont transmis. Je lisais sur les réseaux sociaux qu'on parle de plus de 100 rapports qui ont été déposés, de 17 seulement qui ont été traités, et puis bon, pour le moment, les choses sont au point mort. Je lisais ça hier. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas que des gens ne sont pas soupçonnés, ce n'est pas que des gens ne font pas l'objet d'enquête. C'est l'aboutissement. Et j'avais pris, pour exemple, hier, j'ai dit quand l'affaire Canis a éclaté, pour certains, c'est un règlement de compte, pour certains, c'est un acharnement, mais la justice avait dit non, plus le ne sera comme avant, dès qu'il y a soupçon, ça va être accéléré. Mais après ça, on n'a plus les vues. Laissant planer le doute sur ce qui avait été avancé au départ, même si, selon plusieurs médias d'investigation, l'homme n'est pas exempt de tout reproche, mais il y a quand même que l'affaire a été suspecte jusqu'à présent. C'est resté, plusieurs interrogations sont restées sans
sans réponse. D'accord. Geoffroy? Moi, ce que je dis sur ce chapitre-là, c'est que l'affaire Rama n'est pas le centre pour l'opposition, c'est le prétexte pour aborder autre chose. Tout à fait. C'est pour dire que la célérité avec laquelle on l'a déposé, ils ne comprennent pas que pour ce qui concerne certaines personnes sur lesquelles des soupçons forts ont pesé, parce que, ayant vu certaines réalisations, on devrait logiquement demander d'où ça venait comme argent quand on sait que c'est des riches récents. Mais est-ce qu'en soi, la célérité a été aussi expresse que cela? Parce que cela fait plus d'1 an quand même qu'elle est soupçonnée de... Non, mais il n'y a pas que ça. Là où je me dis aussi que là où peut-être du côté de l'opposition, on va un peu vite en besogne, c'est que même quand on prend le cas Rama, elle est déposée, c'est pas pour la question d'enrichissement, de blanchiment d'argent ou quoi que ce soit. C'est pour son altercation et sa vidéo dit 19. Non, est-ce que c'est pas entre autres? Non, mais sur ça, l'opposition, ce qui est curieux, c'est que sur ça, l'opposition ne dit rien. Outrage à agent, c'est la vidéo, les gens ont vu ça. Mais ce que je dis, c'est que pour l'opposition, le Karama n'est pas le sujet. C'est un prétexte pour aborder autre chose. Mais le problème, c'est que si vous dites qu'il y a une célérité dans la façon de la déposer, parce qu'il y a des suspicions sur l'origine de son argent, le problème, c'est que c'est pas pour cela qu'elle est déposée. Moi, j'ai écouté Kéré, son avocat, il dit il y a une instruction qui est en cours sur la question du blanchiment d'argent, mais elle a été déposée pour sa vidéo du 19 juin et pour son altercation avec les forces de l'ordre. Donc, c'est pas pour la question d'enrichissement ou de blanchiment. Voilà pourquoi je dis le parallèle qui a été fait, peut-être il a été fait un peu vite. Oui, vous voulez ajouter? Allez-y. C'est pas qu'il a été fait vite seulement. Comme Geoffroy dit, c'est à dessein, c'est un prétexte trouvé. Sinon, il y a outrage à agent, ça au moins c'est clair. En son temps, tout le monde l'avait vu circuler. Maintenant, autre chose aussi, c'est que là on sort un peu du débat, mais on a l'impression que Rama a été encore starifié. Ouais, là au moins c'est clair. C'est une autre affaire que vous soulevez. Ça au moins c'est clair. On va passer à autre chose. Cette fois-ci, ce sont les résultats des examens scolaires cette année. L'opposition estime que le faible taux que nous avons tous observé est le prix que les enfants payent, en tout cas les enfants payent aujourd'hui le prix de l'échec du gouvernement en matière d'éducation. Alors, elle a fait remarquer que le taux de succès au BPC cette année, c'était un rappel de 26% contre 42% en 2018. Donc, elle regrette en tout cas cette régression, on va dire comme ça. Pour ce qui est du BPC, les résultats ne sont pas encore publiés, mais vous l'avez certainement, l'opposition attend de voir si le taux de succès va dépasser celui de l'année passée qui était de 67%. Enregistré. Alors, pour vous, est-ce qu'on peut, on va dire, imputer ce faible taux de succès à l'action du gouvernement? Parce qu'il y a une situation sécuritaire qui est là et en partie devrait expliquer ce taux-là. Vous savez, si on veut poser le problème comme ça, on risque d'avoir peut-être une approche simpliste. Mais dans le fond, qui est chargé de sécuriser? Dans le fond, qui prend l'engagement que chaque Burkinabé se sentira à l'aise et en sécurité sur son sol? Qui prend l'engagement qu'aucune partie de ce territoire-là ne sera concédée à qui que ce soit? Évidemment, le gouvernement. Donc, si on veut avoir une vue très globale et qu'on veut être rigoureux avec nous-mêmes, on ne peut pas dire que on ne peut pas faire un traitement ex nihilo. Dire que ça c'est une donne. Ce qui arrive, on prend ça comme un préalable et on n'en parle pas, mais on discute plutôt de la question de l'enseignement. Non, c'est un corollaire, mais d'une situation qui n'a pas été bien gérée. Ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, étant entendu qu'on est dans cette situation, le ministre de l'enseignement, il fait ce qu'il peut. Lui ne va pas déployer, il va pas déployer des enseignants dans des zones où il n'y a pas de sécurité. Pour lui, c'est une donne. Mais dans le gouvernement, il y a des gens qui ont cela à charge. C'est ça aussi. Donc je veux dire que si on veut circonscrire la chose de l'enseignement seul, on se trompe parce qu'on aura une vision trop simpliste. Il faut une vue plus globale. Parce que pour moi, c'est l'échec des enfants aujourd'hui ou le niveau aujourd'hui, ce n'est pas que la question de l'offre de l'enseignement qui est donnée aujourd'hui. Il y a un contexte de sécurité qui fait qu'il y a des enfants qui n'ont pas pu tenir le volume horaire de cours qu'il fallait avant d'aller compétir, avant d'aller concourir pour les examens.
Ça, c'est la réalité. Maintenant, il y a un choix qui a été celui aussi de nos autorités. Le ministre l'a dit ici. Ils ont décidé de ne pas faire des examens à minima. Ils ont décidé de ne pas prendre en compte le fait que il n'y ait pas eu ceci, il n'y ait pas eu cela. L'année se soit déroulée dans certaines régions pas de la meilleure des façons. Si c'est des gens pour qui il y a eu, comment dire cela, la réflexion est arrêtée de façon très claire qu'il aurait examen, mais pas à minima. On ne prendra pas en compte le fait qu'il y a eu des heures non remplies. Ça sera un examen comme il y en a toujours au Burkina. C'est un choix qui est fait. Mais dans ce cas de figure, ça veut dire que l'enfant qui n'a pas pu suivre les cours de façon tranquille comme les autres, qui sont dans des régions où la question de sécurité ne se pose pas avec la même acuité, sera forcément moins à l'aise. Donc partira handicapé. Et de façon très claire, l'impact il est là et pour moi il n'y a pas à tourner. C'est le contexte dans lequel nous sommes où il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu le volume horaire qu'il fallait, mais qui sont allés à des examens qui n'ont pas été d'examens, qui n'ont pas été de composition au rabais, pour lesquels on est resté sur la ligne comme si il n'y avait rien eu. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Maintenant, c'est un ministre qui l'assume, il a dit ici sur notre plateau, c'est un choix. Mais un choix, on le fait et puis on assume le choix. Quand il est fait, on regarde. La plupart des enfants, ils n'ont pas pu être avoir le coup comme il le fallait. Donc ils sont partis handicapés. Ça ne peut donner que ça. Il n'y a pas 36 explications. Maintenant, si on veut élargir le débat, c'est ce que je dis. On va parler des questions de sécurité. On ne va pas parler forcément éducation, on ne va pas parler forcément enseignement. Est-ce que c'est la qualité de l'enseignement qui a baissé? C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est que c'est le contexte dans lequel on donne cet enseignement-là qui n'est plus celui propice. Donc c'est ce regard-là qu'il faut avoir aussi. Tout le monde sait que la question sécuritaire a fortement joué en quelque peu sur les résultats de cette année, mais pour l'opposition, c'est l'État, encore une fois, le gouvernement qui est responsable de la situation. Et en plus de cela, elle parle de négligence que le pouvoir en place a affiché envers les travailleurs de l'éducation et qui justifierait aussi ce faible taux de succès. Il y a plusieurs explications. La question sécuritaire en premier, ensuite les remous qu'il y a eu au niveau des enseignements, notamment dans les établissements publics, une réalité. L'autre réalité aussi, c'est le climat général dans lequel évoluent nos écoles, les élèves et tous ceux qui sont venus chercher de l'argent dans ce domaine-là, qui font maintenant qu'on n'a plus affaire parfois pas à des élèves, mais à des clients qu'il faut choyer et entretenir. Sinon il doit partir. C'est un client qui, le client étant roi, doit normalement bénéficier de toutes les attentions. Il y a cette réalité-là aussi qui est là. Je le dis parce que vous partez dans des endroits où il n'y a eu aucune menace sécuritaire, aucune arme n'a crépité, mais les résultats ne sont pas bien. Aussi dans le public que dans le privé. Donc l'explication est ailleurs. Ce n'est pas une affaire d'insécurité. Et puis dans le privé, ce n'est pas une affaire parfois de remous d'enseignants. Mais il y a un travail de discipline, il y a un travail de rigueur aussi qui a manqué à certains endroits. Donc il y a plusieurs éléments mis là-dedans. Maintenant, dans le pourcentage total, les questions sécuritaires, ils sont pour beaucoup, surtout à l'est et une partie au nord, où il y a eu par exemple à l'est, où vous avez parfois des élèves, des écoles qui ont fermé 1 mois et demi. Ça, c'est vraiment ceux qui n'ont pas duré. Il y en a qui sont allés au-delà de 1 mois et demi. Donc pendant ce temps, il n'y a pas eu de cours. Et quand ils ont repris, le mécanisme de rattrapage, on n'a pas suivi, avec des enfants qui n'avaient pas forcément un bon niveau également. Donc l'un mis dans l'autre, on a à faire effectivement face à ces résultats. Mais prenez les résultats des établissements confessionnels. J'ai dit confessionnels dans tout leur ensemble. Que ce soit confessionnel catholique, protestante ou musulmane, regardez les résultats dans les mêmes localités. Il y en a qui, ceux qui n'ont pas engrangé grand-chose, c'est 80%. Il y en a qui ont tapé 100%. Dans les mêmes localités. Donc ça dit que le problème, il est ailleurs. Donc, et maintenant, il doit être traité de façon globale. La question sécuritaire, oui, mais dans les localités où je dis bien, il n'y a pas eu de menace sécuritaire, il n'y a aucune arme n'a crépité, rien. Vous prenez les établissements n'ont pas les mêmes, même le privé. Donc il y a l'école burkinabé, il y a une thérapie de choc
qu'il faut administrer, déjà qu'on a des manuels avec des fautes d'orthographe et de conjugaison. Et c'est sûr. Donc la réalité aussi. Donc en définitive, vous êtes d'accord avec l'opposition que c'est une question d'échec de politique gouvernementale en matière d'éducation? Nous avons cumulé depuis des années, y compris ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, qui ont travaillé d'ailleurs à rabaisser ce niveau, avec également ceux qui nous gouvernent. N'oublions pas que l'opposition burkinabé, c'est des anciens dirigeants qui se retrouvent à l'opposition et des anciens dirigeants qui se retrouvent au pouvoir. Donc vous avez ce mélange-là de cette classe politique. Parmi l'opposition, vous prenez les anciens ministres de Blaise Compaoré, il ne reste pas beaucoup. Vous prenez les anciens députés, il ne reste pas beaucoup. Vous prenez les anciens conseillers municipaux, il ne reste pas beaucoup. Maintenant, il y a des nouveaux venus. Le parti de Maître Gilbert Nouvel-Ogodro avait déjà un ministre qui a géré l'éducation nationale. Oh oui, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et donc, le 4e vice-président de l'UPC, Amadou Djemdjoula Diko, il a dirigé l'enseignement. Donc, c'est ça aussi la réalité. Donc, en fait, c'est en même temps un autoprocès d'une même classe politique qui, à un moment donné, dans la mise en place des politiques publiques, a manqué le coche. Et aujourd'hui, ça nous rattrape parce que nous sommes là aussi là dans l'accumulation de certaines erreurs du passé et de certains échecs du passé. Voyez-vous ce que le continuum a occasionné comme difficulté ou comme conséquence au niveau de l'enseignement burkinabé. Donc, on n'a pas prévu les infrastructures et puis on est passé à autre chose. Conséquence, le nombre des écoles sous paillettes a été multiplié, a été décuplé. Donc la réalité, elle est là implacable. Donc il y a un travail de fond à faire par rapport à toutes ces choses-là. Et pour terminer au supérieur, vous voyez, l'université de Ouagadougou, il y en a qui commencent la première année en avril. Le chevauchement des années. Donc tout ça, c'est depuis des années. Oui. Moi, les chiffres que vous donnez déjà, quand vous faites, parce que les autres résultats on attend, on était à combien 26% pour cette année, c'était le PC. Et l'année d'avant, c'était on tournait à un peu plus de 30, non? Oui. C'était 42%. 42%. Des 42, quand on quittait 42 à 26%, et ceux dont Bernard parle, qui sont les problèmes endogènes à l'offre même d'éducation, je parle de cours qui sont donnés, ça ne change pas en TT plus 1 d'une année. Et on connaît les écoles confessionnelles et tout, on connaît la rigueur qu'il y a et tout, et chaque année ils ont toujours eu des résultats probants. Maintenant, les grèves, je suis désolé, cette année n'a pas été plus dure que les années antérieures. On a eu des années où c'était encore plus compliqué, mais on n'a pas eu pareil chiffre. Je dis qu'aujourd'hui, la vérité c'est que la sécurité a été pour beaucoup, et ça a tout chamboulé. Ça a vraiment tout chamboulé. Tant et si bien qu'on a des enfants, et ça, les répercussions, on va les avoir, c'est pas maintenant. Comment vous pouvez avoir des enfants qui auront passé en gros peut-être 3-4 mois pour aller à un examen? C'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour la plupart de nos petits frères ou de nos enfants. C'est ça la réalité. Mais ça, on se le cache. On ne veut pas des examens minima, je suis d'accord, mais il faut mettre les gens dans des conditions lorsqu'on veut, on veut les faire affronter des épreuves. Et ça, il faut reconnaître que cette année, il y a eu un gros souci là-dessus. Oui, allez-y. Je n'ai pas dénié la question sécuritaire. J'ai dit il y a le premier argument sécuritaire, ça c'est clair. Mais en plus de ça, il y a d'autres arguments qu'il faudrait effectivement ajouter. Parce que le ministère dit nous n'allons pas faire des examens au rabais. Et j'ai dit à l'est, au nord, vous avez des établissements qui ont fermé pendant un certain nombre. Les instituteurs vous disent, nous on a fermé, après nous avons repris. On n'a pas eu le temps nécessaire pour faire des cours de rattrapage et puis l'examen est arrivé. Les enfants ne peuvent pas être au même niveau. Mais quand je parle par rapport à la baisse de la qualité et des résultats, je prends les localités, là où on n'a pas eu effectivement ces difficultés-là, là où vraiment les choses se sont déroulées sereinement. Et je prends des exemples du privé à privé, parce que les établissements confessionnels sont privés. Maintenant, vous avez des privés laïques. Maintenant, vous avez la fonction publique, les enseignants de l'enseignement public, où effectivement il y a eu de la perturbation, mais en réalité, cette perturbation, c'est la composition, c'est les évaluations qui n'étaient pas faites. Puis les cours sont dispensés. Donc le programme, il est exécuté. En temps normal, alors que l'année dernière, il y a même eu, à un moment donné, il n'y avait même pas cours. Mais cette année, le cours se déroule, mais il n'y a pas d'évaluation. Là, je suis d'accord, effectivement, avec Geoffroy. Mais si nous n'allons... Mais pour moi, c'est en même temps, une lecture de l'école burkinabé que je fais par ricochet.
Mais je n'occulte pas la question sécuritaire, je rappelle. Ça, on est d'accord là-dessus, mais Président, je ne sais pas si vous permettez, parce qu'on est pratiquement à la fin. Oui, moi, il y a un point quand même qui a été abordé lors du point de presse de ces FOP-là, qui moi me tient à cœur, c'est la question de nos déplacés internes. Oui, tout à fait. Et qui, au niveau de Ouaga, on nous dit qu'il n'y a pas forcément la commodité pour les accueillir et tout. Oui. Et l'opposition qui dit de façon très claire, c'est qu'il y a un visage de la réalité de certaines contrées qu'on ne veut pas voir à la capitale et qu'on ne veut pas rapprocher de nos médias et tout. Mais est-ce que c'est faux? Désolé, je suis à votre place. Non, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas comment est-ce qu'une capitale ne puisse pas avoir les commodités que les zones rurales ont. Moi, je ne comprends pas. S'il n'y a pas que, on ne veut pas qu'on voit la vérité. La vérité, on a fait un reportage qu'on a passé il n'y a pas si longtemps dans nos sessions d'information. On a une petite ville là qui a 50 ménages qu'elle accueille par jour. Parce que les gens fuient l'insécurité. Mais est-ce qu'il faut garder Ouagadougou de ça? Ouagadougou est au Burkina. Et on a combien d'écoles? On a combien de lieux dans la capitale qui peut les garder ne serait-ce que pour un mois et demi, le temps de voir comment est-ce qu'on repense leur départ ou leur réintégration ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de tout faire pour ne pas qu'on voit ça? C'est la question, et moi je dis que la question de l'opposition est une question de fond. Vous ouvrez là une question qu'on n'aura pas le temps d'aborder vu le temps, mais on vous promet d'y revenir parce que c'est une question fondamentale, comme vous l'avez dit, c'est une question de fond. Alors, c'est là notre regard sur ces différentes positions exprimées par l'opposition politique burkinabé. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les points, on y reviendra certainement avec les intéressés sur ce plateau du tribunal de l'actualité. En attendant, merci à vous, messieurs les juges au siège, et mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain jeudi pour la 4e convocation de votre émission, les tribunaux de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir. Ça, c'est pas sérieux.